Tungamani, 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 tungamani. Venyeku ntambi, karamani tambi. Montakitene, montabirene. Ibe malenki famu, gopimbine nankentamu. Yonkine nyantambi, guna kota nyande kine njongi. Kelike yugo khore sukama, lokotente chusogone aljana. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur TV Touba pour cette nouvelle émission, un nouveau format et une nouvelle façon de faire. Mais voilà, ça fait partie de la vie, on s'adapte comme toutes les chaînes, et que ce soit des chaînes traditionnelles, le mainstream ou les chaînes comme la nôtre. Donc nous nous adaptons aux circonstances et à la nouvelle technologie. Donc aujourd'hui, nous sommes avec une personne, mademoiselle Diane Faustin, qui est là pour nous parler de sa vision d'actualité et qu'en ce moment, tout le monde en parle et tout le monde va en parler pendant un long moment, c'est qui est du panafricanisme, de la transversalité plus précisément d'un milieu panafricain. Je vais laisser le soin à notre invitée de se présenter d'elle-même et qui est-elle et d'où elle vient et quel est son parcours. Et ensuite, nous aurons un peu plus en profondeur au cours de l'interview. Alors, Diane. Bonsoir. Bon, déjà, je vais juste préciser aux gens, on va beaucoup se tutoyer parce qu'on se connaît déjà. C'est une grande amie, c'est une amie. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, mais voilà, on se suit sur les réseaux. Et puis, on a passé du bon temps ensemble. Ça fait une bonne quinzaine d'années qu'on est ensemble, dans tout ce qui est l'information panafricaine, donc on est ensemble. Exactement. Donc, Diane, je te laisse te présenter à nos spectateurs. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, je me présente, Diane, la bonne vingtaine, fin de vingtaine. J'habite à Londres et je travaille dans les réseaux sociaux, un petit peu tout ce qui va être business digital. Et j'ai moi-même aussi lancé un réseau digital de mentoring en ligne. Et concrètement, j'ai un attrait tout particulier pour le développement panafricain. Donc, je suis très, très, très contente d'avoir été invitée ce soir par Ibrahim. Merci encore. Merci, Diane. Et puis, en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion aussi de rentrer un peu plus dans tes business et pourquoi pas, peut-être il y a des gens intéressés qui vont nous regarder, qui sont là, qui pourront te contacter aussi. Tu donneras tes contacts si besoin à travers cette vidéo et un descriptif aussi. Et Diane, aujourd'hui, notre thème, c'est la transversalité panafricaine, qui est réellement un défi parce qu'aujourd'hui, on voit que voilà, il y a énormément de mouvements panafricains qui est là. Et toi-même, bon, comme tu as expliqué, tu es très intéressé, tu es très impliqué dans tout ce qui est le mouvement panafricain. Et je t'ai vu proche même de certains mouvements, en l'occurrence le mouvement de Kémy Séba, que tu suis beaucoup et que je t'ai vu très proche de lui. Et l'union et l'émancipation. Pour toi, c'est quoi l'union? C'est quoi l'union d'abord? Parce qu'avant de pouvoir s'émanciper, je pense qu'il y a besoin d'union. Et y a-t-il une union au sein des mouvements, des différents mouvements, Emoji, le mouvement Kémy Séba, le mouvement de la Ligue des défenses noires, etc., etc. Y a-t-il une sorte d'union entre tous ces mouvements-là? Il y a justement une union. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de groupuscules et pas mal de groupes qui agissent, en tout cas, dans le développement panafricain. Le mouvement panafricain, c'est un mouvement global qui va vraiment intégrer tous les afrodescendants de par le monde. Donc, ça va être bien sûr les Africains sur la terre mère, sur la terre originelle, donc les Africains en Afrique, mais ça va aussi être les Afropéens, les Afro-Américains, les Afro-Caribéens. Et vraiment, le mouvement panafricaniste va englober toutes les populations afrodescendantes dans leur ensemble. Maintenant, le but ultime, ça va être de rassembler tous les confrères et les consoeurs autour du mouvement panafricain. Il y a sûrement une collaboration, mais on va avoir besoin de ces groupes différents parce que dans l'absolu, ils vont couvrir des entités différentes, ils vont avoir des finalités différentes. Et je pense qu'il y a tellement d'enjeux et pas mal de difficultés aujourd'hui au sein de la communauté afrodescendante qu'on va avoir besoin de groupes qui vont chacun se spécialiser sur des entités différentes. Et pour illustrer mon propos et pour nommer quelques entités, sans pour autant toutes les nommer, mais pour au moins amorcer quelques-unes d'entre elles, on a besoin par exemple de groupes qui vont être concentrés sur l'histoire originelle.
Et par histoire originelle, on va le rappeler, on va le redire, l'histoire afro-descendante ne commence ni à la colonisation, ni à l'esclavage. On va aussi avoir des groupes panafricains qui vont se concentrer sur la restitution artistique. Parce qu'encore une fois, pour nommer ces périodes très récentes, si on va parler de la colonisation par exemple, pendant ces périodes très sombres de l'histoire, tous les Noirs n'étaient pas colonisés, tous les Noirs n'étaient pas esclaves. Il y avait des afro-descendants libres, des afro-descendants intellectuels, mathématiciens, artistes, qui rassemblaient les communautés et diffusaient justement des messages pour participer à l'émancipation, à l'expansion et à l'avènement au moins des afro-descendants. On va aussi avoir des mouvements qui vont se concentrer sur le spirituel. Pour vraiment ne pas sortir les choses de leur contexte, mais pour juste rappeler les faits, on le sait que par exemple le christianisme ou l'islam ou le judaïsme ou la franc-maçonnerie ou toutes les religions dites révélées ou les organisations révélées qu'on connaît aujourd'hui ne sont à l'origine pas des dogmes négro-africains. Et ce sont des dogmes qui ont été imposés au travers de divers asservissements, de diverses assauts et qui sont aujourd'hui bien inscrits dans les communautés afro-descendantes. Maintenant, loin de moi l'idée de vouloir nommer ou de vouloir dénigrer quelque courant que ce soit, et bien au contraire, justement, j'encourage tout un chacun à appartenir à la religion avec laquelle il est le plus à l'aise et à pratiquer la foi de la manière dont il le veut. Parce que dans l'absolu, il n'y a rien de plus intime que la foi. Mais j'ai aussi envie d'insister sur le fait qu'une émancipation et qu'une reprise de pouvoir totale doit passer par un éveil spirituel. Et ça, c'est très important. Et on aura besoin de groupes qui seront spécialisés sur ces entités pour au moins amener, éveiller, au moins qu'on puisse avoir accès à ce type d'informations. Tu viens de dire qu'il faut qu'il y a le fait qu'il y a plusieurs groupes et que chaque groupe soit qu'il se spécialise, en fait, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et je comprends, je suis tout à fait d'accord avec toi, se spécialiser n'est pas forcément négatif. Mais comment se fait-il qu'on a l'impression qu'il n'y a pas autant de collaboration que ça entre les différents mouvements, les différents groupes? Moi, j'étais présent à des manifestations, j'étais très content d'ailleurs. Quand j'étais à la manifestation Justice pour Adama ou encore la Ligue des défenses noires qui a organisé en mémoire de George Floyd une manifestation. Mais en même temps, j'avais un arrière-goût parce que j'avais l'impression qu'en fait, ils nous ont divisés dans le passé. Et avec des pratiques, comme tu dis, que ce soit l'islam, le christianisme, le bouddhisme, ou etc., la franc-maçonnerie, qui ne font pas partie forcément de notre dogme. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, cette division-là, j'avais l'impression qu'elle continue plus ou moins à travers ces mouvements-là. Comment se fait-il? Pour autant que ce soit une histoire de spécialisation, en fait. Je pense que de base, il n'y a pas de division à partir du moment où la relation de base est solide. On connaît tous l'adage diviser pour mieux régner, diviser pour mieux contrôler. Et je pense qu'il s'illustre tout à fait ici dans le sens où ceux qui voient des concurrences ou ceux qui voient peut-être un côté néfaste au fait qu'il y ait plusieurs groupes sont ceux justement qui tirent avantage de cette désunion. Pour moi, pour en revenir vraiment au groupuscule panafricain, et je voulais vraiment insister sur la finalité de chaque groupe, je pense que c'est important justement d'avoir des mouvements pour ajouter aussi des mouvements militaires, des mouvements entrepreneuriaux et des mouvements de lutte contre les inégalités ou de lutte contre la négrophobie ou en tout cas d'essayer de légiférer et d'éveiller les masses sur ces sujets-là. Je pense que pour pouvoir effectuer un travail de recherche et de communication optimale, on aura besoin de groupes qui vont se spécialiser sur certaines entités. Maintenant, c'est vrai que dans l'absolu, je pense que ce qui serait idéal et ce qui serait intéressant, ce serait pourquoi pas d'avoir une entité mère, donc qui pourrait, entre guillemets, rassembler ou superviser chaque groupe et faciliter les échanges entre chaque groupe, faciliter non seulement les échanges, mais aussi augmenter et améliorer la visibilité de chaque groupe. Parce que dans l'absolu, quel que soit le secteur sur lequel les groupes se spécialisent, on aura besoin de toutes ces entités. Parce qu'il y a
plusieurs champs sur lesquels on a besoin de non seulement se développer, mais aussi de prospérer, avoir un message spécifique, ou en tout cas pouvoir se spécialiser pour délivrer certains messages, c'est l'une des bases, je pense, pour pouvoir justement délivrer un message de manière optimale et pour pouvoir traiter et gérer une cause de manière efficace. Mais tu as parlé de, comme tu as dit, une sorte d'autosuffisance. J'ai un trou de mémoire par rapport au mot exact que tu as utilisé, mais en gros, être présent partout dans tous les secteurs. Aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de jeunes entrepreneurs noirs, afrodescendants, et que ce soit en Europe ou même aux États-Unis, qui sont dans le système par nous, pour nous. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ce genre de mouvement et de ce genre d'entrepreneuriat qui sont là, en gros, pour mettre en avant le Made in Black, pour comment dire, si je dois l'appeler, si je dois donner un nom. J'aime bien cette expression, le Made in Black. Moi, tu me connais, tu sais que je suis quelqu'un de très internationaliste et je suis quelqu'un qui est, pour le répéter, un intérêt tout particulier au développement panafricain. Je pense qu'on reprend le pouvoir justement en investissant sur nous-mêmes. Je tiens à préciser que par ces mouvements, ce n'est pas des mouvements communautaires, ce n'est pas des mouvements fermés sur les panafricains, mais c'est des mouvements, je pense, qui prônent comme tu l'as dit, le Made in Black, qui prônent en tout cas l'entrepreneuriat et les initiatives et les projets de développement par les Africains et les Afrodescendants pour toucher le monde entier. Dans l'absolu, on est dans une société de mondialisation, on est dans une société d'échange. Tout à fait. Et je pense que l'un des meilleurs atouts pour reprendre le contrôle, au-delà de l'éducation, reste l'entrepreneuriat et reste de développer des structures et de contribuer de manière active, peut-être, à une redistribution des richesses, je dirais pas égale, mais au moins un peu plus équitable. Et tu veux nous parler d'éducation là, il y a un moment dans tes propos. Juste pour savoir, comme je l'ai dit au début, en fait, tu es quelqu'un qui est assez proche du mouvement de Kémy Séba. Et on a vu que Kémy Séba, il est parti en Afrique pour lancer et pour construire et pour mettre en place son école d'éducation. Donc, et comme on a vu d'autres aussi dans des reportages aux États-Unis où c'est des écoles exclusivement noires, black. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette éducation-là aussi? Parce que l'éducation, on le sait, on dit que le meilleur arme, c'est l'éducation. Donc, qu'est-ce que tu en penses de cette technique d'éducation? Donc, encore une fois, exclusivement black. Oui, alors, je dirais plus que ce qui est clair et net, c'est que le savoir est une arme et l'éducation est un pouvoir. Et c'est primordial de s'éduquer. En tout cas de chercher des références historiques de valeur, des repères de pouvoir, des entités à succès. Ça permet non seulement de se représenter et de s'identifier, mais aussi du coup de pouvoir se réapproprier notre savoir et se réapproprier nos cultures. Et ça, c'est déjà la base de toute émancipation. Encore une fois, je suis quelqu'un d'internationaliste, mais je suis consciente que nos générations actuelles et nos générations futures doivent avoir accès à des ressources historiques qui leur permettent au moins de pouvoir se réidentifier. J'en profite d'ailleurs pour recommander à tout un chacun vraiment d'aller regarder ou d'aller se renseigner sur le travail de Grandeur Noire. Je pense que la plupart d'entre nous la suivons déjà. Si ce n'est pas le cas, je recommande parce qu'elle fait souvent des travaux de recherche très poussés, très détaillés, très référencés et qui permettent au moins d'avoir une base culturelle et historique pour permettre au moins de retrouver des figures historiques et des figures significatives pour nous, publics afrodescendants. Quand on parle d'éducation, on parle aussi bien sûr d'éducation à l'école. Et là, je vais me concentrer vraiment sur la situation en Afrique subsaharienne. D'un point de vue gouvernemental ou fédéral, je pense que ça doit passer par au moins une réforme des programmes scolaires. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est inadmissible que les programmes d'histoire scolaire en Afrique subsaharienne, concentrés sur le roi Soleil, mais pas sur le roi Moussa Keïta, qui était pourtant le roi et l'homme le plus riche n'ayant jamais existé sur Terre, que les manuels scolaires d'Afrique subsaharienne traitent de Napoléon, mais trop peu de Toussaint l'Ouverture, qui a pourtant vaincu Napoléon
et qui a fortement contribué à la révolution haïtienne, ou qui traite trop peu et trop peu souvent de Sankara, de Lumumba, de Mugabe ou de trop de figures historiques afro-descendantes qui ont activement contribué au développement de l'Afrique par les Africains eux-mêmes. Et je pense que l'éducation sur les bancs de l'école est indispensable, mais aussi une très belle opportunité d'au moins changer l'inconscient de nos générations actuelles, de nos générations futures. On est énormément d'afrodescendants à être au courant de nos valeurs, à être au courant de nos capacités, mais on a besoin que beaucoup plus d'entre nous soient au courant et s'y intéressent. Je pense que nos générations actuelles et futures ont besoin d'entendre leur histoire par ceux qui ont la légitimité de la raconter et pas forcément par ceux qui ont contribué à la détruire ou ceux qui contribuent toujours à réduire les savoirs à néant ou à diaboliser les savoirs. On a besoin d'apprendre nos propres savoirs, nos propres valeurs, nos propres principes, nos propres notions de patriotisme, nos propres perspectives, nos propres opportunités et nos propres notions de l'acceptable et de l'inacceptable. L'éducation, elle est nécessaire, elle est même primordiale pour reprendre conscience de notre savoir, parce qu'avant de pouvoir mettre en place des actions concrètes aussi sur le terrain, il faut que le mental, les consciences soient reprises, soient réacquises. Et l'éducation joue un rôle clé en tout ce qui va concerner une émancipation totale. Reprenons nos consciences, reprenons nos savoirs pour totalement s'émanciper. Donc, Madame et Messieurs, vous êtes toujours sur TV Touba avec Mademoiselle Diane Faustin Priso à Londres et moi-même depuis Paris, autour du panafricanisme, la transversalité panafricaine, les défis des afrodescendants. Donc, nous sommes sur l'union et l'émancipation. Donc, Diane, on vient de parler d'éducation. Et on vient de parler de Kémy Seba qui a ouvert une école en Afrique au Bénin, si je ne me trompe pas, et des écoles qui existent aussi aux États-Unis, des écoles exclusivement noires, black. Et Kémy Seba, c'est un enfant c'est un enfant de la France, un expatrié ou un enfant de la diaspora. Et donc, j'aimerais savoir, selon toi, quelle doit être la place de la diaspora et de la jeunesse afro-descendante ou qui vit en Europe ou des afro-européens, je ne sais pas comment on peut dire ça. Afro-européens. Voilà, afro-européens. Donc, c'est quoi leur place? Quel est leur rôle en fait? Quelle est leur place? Je pense que le rôle, la place de la diaspora, que ce soit la jeunesse, que ce soit les anciens, que ce soit les jeunes actifs ou les moins jeunes actifs, parce qu'on est tous ensemble, quelle que soit la génération, je pense qu'elle doit un peu englober tout ce dont on a un petit peu parlé. Ça veut dire, son rôle, ça doit être d'éduquer, de légiférer, de rassembler les populations, de faciliter les échanges. Et dans notre contexte, notre but final et la finalité de la diaspora, on doit vraiment se concentrer pour le développement et pour l'avènement panafricain. Maintenant, pour parler concrètement du rôle de la diaspora, quelle que soit la génération, je pense qu'il y a aussi un devoir de mémoire. C'est aussi bien sûr de se soutenir, d'épauler, que ce soit en termes de visibilité, que ce soit en termes matériels, en termes financiers, en termes de mise à disposition de ressources, pour que vraiment, tous ensemble, on avance. Ça va être aussi prôner et partager des valeurs de paix, d'honneur, de respect aussi, des principes qui nous sont propres et bien sûr d'ouverture. J'aime bien insister sur l'ouverture, c'est peut-être mon côté internationaliste, mais on va lancer les panafricains internationalistes. Mais vraiment, oui. Mais après, c'est vrai que j'aime insister sur l'avènement panafricain dans l'ouverture. Parce que certes, il faut qu'on investisse sur nous-mêmes, mais il faut aussi qu'on soit des acteurs majeurs et des acteurs clés de la mondialisation et du schéma sociétal actuel. Il faut juste bien savoir où prioriser ces investissements. Il faut aussi, bien sûr, garder en tête que l'union fait la force. On est très nombreux, on est unis
restons unis et vraiment que ce soit notre force. Beaucoup vont mettre en avant le fait que oui, mais on va entendre des phrases un peu clichés, un peu bateau, du style oui, le noir est l'ennemi du noir, oui, le noir trahit le noir. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Personne ne peut nous désunir, personne ne peut nous scinder si on est en symbiose. Donc, restons bien unis parce que l'union fait toujours la force. Arrêtons de nous pourrir, arrêtons de nous diaboliser, arrêtons d'avoir des jalousies mal placées ou des concurrences mal placées parce qu'on a une puissance tellement colossale qu'on a absolument tout intérêt à assembler nos individualités et à en ressortir un résultat vraiment grandiose et avoir un impact réel et concret. Il faut vraiment qu'on se lève comme un seul, une seule, parce qu'on est tous ensemble dans ce développement. Où qu'on soit à travers le monde, on est ensemble. Arrêtons de laisser qui que ce soit nous diviser, nous les premiers, quel que soit le contexte, quelle que soit la situation, gardons en tête qu'on doit rester ensemble et indivisibles. C'est la base de l'expansion. Il faut qu'on arrête aussi de se laisser fragiliser, qu'on arrête de se laisser diviser par des entités extérieures qui ont tout intérêt à ce qu'on reste tous dans nos groupuscules. Encore une fois, l'adage diviser pour mieux régner. Ne laissons personne régner sur nous si ce n'est nous-mêmes, parce que notre développement viendra de nous-mêmes. L'Afrique prospère telle qu'elle l'était viendra par les Africains. Et j'insiste parce qu'on sait comment les choses sont sorties du contexte facilement. Ce n'est pas contre qui que ce soit, ni contre quoi que ce soit. C'est pour vraiment, c'est pour les Africains et le développement des Afro-descendants. Et j'insiste vraiment sur ça. Mais Diane, je suis désolé, mais je ne peux pas résister à cette question-là. Bien sûr. Tu viens de dire que la place de la diaspora ou des Afro-descendants qui sont à l'extérieur de l'Afrique, c'est ce qui doit être leur place, leur rôle. Mais j'ai envie de dire aussi, j'ai rencontré énormément de jeunes Africains et Africaines qui étaient déterminés, qui sont déterminés, qui veulent changer les choses, mais à partir de là-bas même, qui sont prêts à se rendre en Afrique, à s'y installer et travailler là-bas, créer des entreprises, créer des emplois. Mais quand on arrive là-bas, souvent, le retour est difficile. Souvent, la réalité est beaucoup plus difficile parce qu'il y a un autre racisme qui se crée là-bas, ou il y a une autre vision qui se crée là-bas. Et les politiques, là-bas, en l'occurrence, je veux parler surtout des politiciens, des politiques, et tous les portes nous sont fermés, en fait. Et j'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont relaté des histoires pareilles. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire réellement, en fait? Parce que si, en tant que jeune afrodescendant, afro-européen, et tu vas t'installer en Afrique parce que tu veux apporter quelque chose au continent, et à ton pays, à ton peuple, et à ta communauté, mais finalement, tu arrives, en fait, toutes les portes te sont fermées, où il est très difficile de créer des emplois, d'avoir une certaine tranquillité qu'on peut avoir ici en Europe, en fait, tout simplement. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est un enjeu justement majeur. Quand on regarde un petit peu les réseaux sociaux ou même les divers débats, c'est vraiment une question qui revient et qui nous scinde un petit peu, à savoir la question du « mais pourquoi les Afropéens ne rentrent pas en Afrique » ou « pourquoi les Américains ne rentrent pas en Afrique ?» Pour vraiment répondre à ta question directement par rapport aux opportunités, ça, je pense que ça va être lié à la mentalité. Je ne dis pas qu'il y a une bonne ou une moins bonne mentalité, mais je dis juste que quand il y a des habitudes qui sont inscrites, des régimes qui sont mis en place, quand il y a aussi les préceptes de beaucoup trop d'assauts et de beaucoup trop d'asservissements qui s'y sont passés, malheureusement, on va encore avoir des effets aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est des actions qui n'ont pas seulement touché le matériel ou les ressources naturelles, ce sont des actions qui ont touché l'inconscient. Et l'inconscient, c'est la base déjà de la prospération.
Et je pense aussi que quand beaucoup de personnes sont nées et ont grandi en Europe et ont connu du coup des repères européens, une manière de fonctionner européenne, et rentrent au bercail et se retrouvent parfois à des difficultés auxquelles ils n'étaient pas prêts, ce n'est pas une facilité que de retourner là où ils sont nés ou que de suivre leur projet d'Eldorado. Je pense que c'est plus une manière de participer au développement de la cause afrodescendante globalement, partout dans le monde. Je pense que la finalité, ce n'est pas forcément de s'adresser au gouvernement, dans le sens où la plupart des gouvernements, si on va se concentrer sur notre côté Afrique de l'Ouest, on sait qui dirige, comment c'est dirigé et où les décisions réelles et concrètes sont prises. Et on sait qu'elles ne sont pas forcément prises sur le territoire. Déjà, il faut avoir conscience que tu ne reprendras jamais le pouvoir si tu passes ton temps à mendier le respect, si tu passes ton temps à quémander la reconnaissance et à quémander de l'aide extérieure. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu es motivé, parce qu'on est énormément de ressortissants à travers le monde à être très motivés, à être prêts à s'impliquer activement sur le terrain. Et encore plus aujourd'hui où on est en 2020 et où on est tous connectés en ligne, on a tous des moyens de mettre en place des actions, même en ligne. Des révolutions se sont déroulées en ligne et ont eu un impact offline, donc ont eu un impact sur le terrain. C'est par rapport au fait que maintenant, les difficultés par rapport au fait que les politiques, les portes ils se referment. Donc, comment nous, en tant que jeunes Afro-Européens ou de la diaspora, on peut être motivé. Qu'est-ce qu'on doit faire ou quel est le rôle de politique pour nous accueillir? Les politiques, on va entrer dans ça c'est un sujet épineux. La plupart des politiques d'Afrique de l'Ouest, on sait qui les dirige. On sait qu'ils ne sont d'Afrique de l'Ouest que d'apparence. On sait que lorsque des politiques essayent de mettre en place des actions directement destinées à participer au développement panafricain, ils sont évincés ou disparaissent. Et ça, ce sont des constats. Tous ces dirigeants extrêmement diabolisés d'un côté, leur seul point commun étant d'avoir voulu mettre en place des actions pour le développement de l'Afrique par les Africains eux-mêmes. Et la base du débat, elle reste que le développement et l'avènement de l'Afrique doit se faire et se fera par les Africains eux-mêmes. J'ai envie de dire qu'on peut très bien avoir un penchant international, mais aussi un très fort intérêt à développer le continent. Quels que soient nos choix, qu'on se soutienne tous. Et c'est là qu'on arrivera vraiment à un avènement global et à une émancipation de manière plus générale. Mais Diane, on arrive sur la dernière question de cette émission. Et, parce que dans tes propos, tu parlais d'ailleurs d'histoire. Et je sais aussi que, comme je l'ai dit au début, tu es à Londres et en Angleterre. Et, dernièrement, on a vu dans la presse et dans les médias comme quoi la Banque d'Angleterre et d'autres entreprises privées ont présenté leurs excuses aux Afro-descendants et aux Africains pour leur rôle qu'ils ont pu jouer ou qu'ils ont joué dans l'esclavage. Et j'ai envie de te poser cette question-là. Aujourd'hui, il y a des excuses, c'est bien, mais doit-il y avoir réparation par l'Occident à l'Afrique et pour la colonisation et aussi pour l'esclavage, ou en tout cas aux Afro-descendants, si ce n'est pas l'Afrique, aux Afro-descendants, du moins. Et si oui, quelle doit être cette réparation? Si on pose la question, est-ce qu'il doit y avoir un dédommagement ou est-ce qu'il doit y avoir justice? Spontanément, je vais répondre oui, parce que c'est logique. Il y a eu énormément d'asservissement, énormément d'abominations pour parler grossièrement. Donc oui, dans l'absolu, il faudrait des dédommagements tant financiers qu'historiques. Certes, c'est important et oui, il en faudrait parce que chaque crime se doit d'être pardonné ou puni, mais dans tous les cas, il faut des actions. Mais toute notre attention et toute notre énergie ne doit pas être portée sur le fait de supplier pour avoir réparation ou de supplier pour avoir dédommagement. Pourquoi? Parce qu'on va le rappeler, on va le redire, l'histoire afro-descendante, l'histoire africaine
ne commence ni à la colonisation ni à l'esclavage. La colonisation n'a représenté qu'une toute petite période de vie. L'histoire de l'humanité a 175 000 ans et l'histoire de la colonisation a 2 siècles. Sur l'échelle de l'humanité, ça ne représente qu'un claquement de doigts. Donc certes, un dédommagement et des réparations, oui, il en faudrait, mais ça ne doit pas être l'objet principal de notre attention. On doit aussi se concentrer sur nous reconstruire. Et justement, là, c'est encore un autre des problèmes de conscience. Quand on parlait des problèmes de conscience, la chose, c'est que tant que trop de confrères et de consoeurs continueront à se définir en tant qu'ex-colonisés, au lieu qu'en tant qu'ex-intellectuels ou en tant qu'ex-hommes de pouvoir, tant que trop de confrères continueront à rester mentalement bloqués à cette époque et à continuer à quemander la reconnaissance pour cette époque, leur mental, ou en tout cas nos mentales, resteront bloqués à cette époque. Et tant que nos esprits seront bloqués, nos individualités ne pourront pas avancer. Tant que nos esprits seront bloqués, nos individualités ne seront jamais libres. Et c'est là vraiment l'importance et l'enjeu de concentrer son énergie. Rediriger cette énergie vers la construction et vers le développement de nos propres ressources. Pour citer des adages, il y a cet adage qui dit « Si tu veux trouver la meilleure aide, regarde dans un miroir. » La meilleure aide viendra de nous-mêmes. Les réparations viendront de nous-mêmes, Africains et Afro-descendants, de par le monde. Identifier des entités extérieures comme le saint sauveur de l'Afrique subsaharienne, c'est ni logique ni sensé. Pourquoi? Parce que dans l'absolu, chaque nation sert ses propres intérêts. Donc, on ne peut pas se permettre de vouloir remettre nos destins et surtout le destin panafricain dans les mains des autres, dans les mains internationales. On veut du résultat concret, on se lève et on fait en sorte que le résultat arrive par nous-mêmes. Certaines nations servent les élites qui les financent, d'autres nations doivent se lever et se concentrer pour se développer et reprendre le pouvoir historique, le pouvoir culturel, le pouvoir spirituel ou comme on le disait, le pouvoir militaire, géopolitique également, fédéral dans certains cas, une reprise totale pour le développement panafricain, la reprise du continent africain par les panafricains, par les afro-descendants. Dans l'absolu, si on veut vraiment des réparations, on se lève, on se rassemble et on répare nous-mêmes, ou en tout cas, on trouve des moyens de réparer. On arrête de focaliser notre énergie et notre attention sur ceux qui font majoritairement partie du problème à la base. Je tiens à préciser que lorsqu'on établit une cause, on ne se lève pas contre quelque chose, on se lève pour quelque chose. Et dans notre cas, à nous, quand on va parler des défis et des enjeux afro-descendants, on ne se lève absolument pas contre qui que ce soit ou contre quoi que ce soit. On se lève pour le développement panafricain, pour l'avènement afro-descendant, pour l'expansion africaine, pour au moins une équité des Africains sur le continent originel, sur l'Afrique. Ensuite, on verra le rôle clé qu'on peut avoir dans la mondialisation, mais la chose qui est sûre, c'est qu'on doit vraiment se concentrer sur le but final qui est l'avènement panafricain. Se lever pour quelque chose et non contre quelque chose, le pouvoir de la sémantique. Donc, voilà, mesdames et messieurs, nous sommes toujours avec Diane. D'ailleurs, je vais laisser ces quelques derniers mots. Aussi, pourquoi pas nous dire comment on peut te trouver, où est-ce qu'on peut te trouver par rapport à tes business, à tes affaires, comment on peut te trouver et quand est-ce qu'on peut te trouver. Et donc, comme ça, les gens et les spectateurs, ils ont tout ça sur la vidéo. Donc, Diane, je te laisse 2 minutes nous dire au revoir à nos amis, à nos spectateurs, à tous les gens qui nous suivent. Et avant ça, je te remercie énormément d'avoir accepté parce que je sais que tu es une femme occupée, tu es une jeune femme occupée. Et ça n'a pas été facile, mais bon, on l'a fait quand même. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver aussi cette interview-là en version papier, en version écrite, toujours sur TV Touba, sur le Facebook de TV Touba du Mont. Donc voilà. Diane, je te laisse finir et merci beaucoup. Merci énormément d'avoir répondu présent et nous aurons d'autres émissions aussi ensemble.
Merci beaucoup, Bram, ça fait plaisir, hein. Merci de m'avoir invité. Tu sais que j'aime toujours participer à des projets, ça fait plaisir. Et merci à l'audience d'être avec nous. N'hésitez surtout pas à partager vos avis. On aime discuter, on aime échanger. Alors, pour en dire un petit peu plus sur mon réseau, si jamais vous avez besoin d'aide en ligne, quand vous voulez, comme vous voulez, posez tranquillement dans le canapé, n'hésitez pas à rejoindre mon réseau de mentoring, DW Wellness. En fait, on propose un mentoring en ligne, donc en fitness, en bien-être et en développement personnel, parce que le bien-être physique passe ici par un bien-être mental. Vous pouvez me trouver sur dw-wellness.com. N'hésitez pas à créer un compte, à développer, à partager si ça peut aider quelques personnes. On est aussi à la recherche de spécialistes digitaux parce qu'on est toujours en recherche de développer la plateforme. Vous pouvez me trouver sur YouTube, DW Mood. C'est une petite chaîne en construction, mais j'espère qu'on va proposer plus de contenu très bientôt. J'ai aussi un blog. C'est un blog qui est concentré sur la fitness, le bien-être et le développement personnel. Des trucs et astuces pour aller mieux en 5 minutes par jour. Et je pense que c'est à peu près tout pour l'instant. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On a échangé pas mal d'idées. Et j'espère que vous êtes tous Qui sait, peut-être même je me rendrai à Londres et puis voilà. Ah oui. Le London Time sera vraiment... J'espère aussi que tout le monde se porte bien de par le monde. On sait que les périodes de Covid-19 ont été compliquées pour pas mal d'entre nous. Donc, j'espère que tout le monde est bien et que tout le monde, que tout le monde prend bien soin d'eux, de leurs proches, des beloved ones, des communautés. En tout cas, merci beaucoup encore une fois, Diane. Et puis, sincèrement, je sais que c'est pas facile, comme je l'ai dit. Et voilà, tu es à Londres, je suis à Paris, mais voilà, la technologie fait qu'aujourd'hui, on a eu l'occasion, on a la chance de se parler et puis de faire ce que nous aurons aimé faire, nous aurons voulu faire. Et puis aussi de partager notre savoir, notre vécu, notre point de vue. Et en l'occurrence, toi, ta vision, tes points de vue, ton analyse aussi des situations panafricaines et afrodescendantes. Donc voilà, et merci d'avoir accepté l'invitation et sincèrement, comme je l'ai dit, TV Touba, c'est la maison, la porte est ouverte, c'est quand tu veux, où tu veux, à chaque moment, à tout moment, tu es la bienvenue et c'est un plaisir parce que ça faisait un moment aussi où on ne s'était pas parlé, on ne s'était pas vu, donc ça aussi, ça fait plaisir, c'était une occasion. Donc voilà, l'émission c'était sur la transversalité panafricaine, les défis des afrodescendants et donc merci beaucoup. Et à tous les téléspectateurs, à tous les spectateurs, à tous qui nous suivent sur les réseaux sociaux, et que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Donc voilà, on est partout, on est présent. Et bientôt aussi, il y aura une fondation TV Touba, une association TV Touba pour le développement pour aider au développement africain, mais pas seulement en Afrique, ici aussi, parce que voilà, il y a des Africains, des Afro-descendants qui sont en France, qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis et qui ont besoin d'aide aussi. Donc l'association sera vraiment aider au développement, mais à toute personne qui aura besoin, mais plus particulièrement les Afro-descendants. Donc voilà, très bientôt, donc nous aurons besoin de chacun de vous, de tout à chacun. Et toute contribution est le bienvenu, comme a dit Diane. Donc, nous sommes toujours à la recherche des personnes qui peuvent nous donner des coups de main par rapport à plein de choses, parce que voilà, c'est pas facile. Et voilà, merci beaucoup en tout cas. Et à la prochaine. Et puis, au plaisir de vous retrouver sur TV Touba. Tungamani, 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 tungamani.